Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en 4 épisodes produite par Tip & Shaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de 3 décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver. Près de 80% ont choisi leur hook émerillon externe. Plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver. Et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ce 3e épisode d'Un été avec Bilou, nous retrouvons Roland Jourdain à l'arrivée de son premier Vendée Globe en 2001. Comme pour beaucoup de marins qui viennent d'accomplir un tour du monde en solitaire, la question de repartir pour la prochaine édition se pose. Et la réponse arrive assez vite. À l'adolescence, c'est qu'on avait des atomes quelque part, quoi. Quand tu finis ce premier Vendée Globe, tu te dis quoi? Tu dis bon bah ça c'est fait, ou j'en referai d'autres. Parce qu'à l'époque on dit ça n'est que la 4e édition, et c'est probablement l'édition à partir de laquelle on dit bah oui on peut refaire le Vendée Globe. Avant on le fait une fois quoi, c'est le summum d'une carrière. Et vous, vous êtes aussi la génération qui dit bah non c'est une course comme les autres ou presque et on peut la refaire plusieurs fois quoi. Yves Parlier s'était déjà accroché parce qu'il avait des soucis. D'ailleurs, ce Vendée Globe là, il le finira à la Robinson là, magnifiquement. Et moi, je me pose la question dans le sens où voilà, j'atterris, je me repose, je regarde un peu les plus et les moins. Il y aurait que moi dans le fond, je dirais bon coup, j'y vais tout de suite. Mais enfin bon, j'attends de faire un peu le bilan dans ma vie en général, et l'envie de repartir elle est hyper rapide parce qu'il y a cette frustration du podium, parce que je me suis redécouvert aussi, j'étais bien et je me sens bien dans la compète sur l'eau, enfin je me sens bien dans mon rythme. Le Figaro, j'ai même pas envie de faire des intermédiaires Figaro, enfin le grand large, il me faut un peu plus de toile ça me correspond. Et en fait, très rapidement, avec la CIL, on se donne 2 objectifs. Si on veut refaire le prochain Vendée, il faut d'une part bien revendre ce bateau pour pouvoir investir dans un nouveau, et d'autre part trouver un partenaire. Et ça va être le cas quand Veolia va rejoindre CIL pour 2004-2005. Et c'est là, pour le coup, qu'on se retrouve avec Jean Lecam et qu'on se construit ensemble dans un moule un même plan lombard. Un même plan lombard. Juste pour l'anecdote, le bateau, il faut bien le revendre. Tu le revends à un petit jeune qui arrive sur le circuit. Et Alex Thompson. Et j'en revends à Alex, donc super. Et avec la condition, je suis ravi, avec la condition de faire la Transat Jacques Vabre ensemble. Et donc on fera la Transat Jacques Vabre 2003 ensemble. Non. Je vais te dire. 2005. 2003. 2003-2005, c'est avec Hélène. Ouais. Et on fera ça ensemble avec Alex, qui c'est un super souvenir. C'est un super souvenir, sauf que Alex était un chien fou. Alors j'ai fait un peu de progrès, mais surtout lui beaucoup, parce qu'il avait quand même son accent de la banlieue des Pays de Galles, là, où je ne comprenais rien. Depuis, Alex, il parle beaucoup mieux, je trouve. Et qu'est-ce qu'il causait? Donc j'ai fait mon tabarly, moi, pendant cette Transat Jacques Vabre, parce que j'arrivais plus à lui répondre tellement il parlait. Et je vois rapidement que c'est effectivement un jeune chien fou torcheur de toile. D'ailleurs, il ramènera le bateau en solitaire après la Jacques Vabre. On va faire 2 dans cette Jacques Vabre, voilà, un deuxième. Et puis, il ramène en solo, il bat le record des 24 heures dans le retour. Et puis, le lendemain, il met la cabane sur le chien, il pète le spilour, enfin, il fait un truc. Mais du coup, Alex, j'apprécie énormément le parcours, en tout cas du sportif, parce que il a toujours eu cette image de chien fou, de torcheur de toile, de pas faire gaffe au matos, mais quand on regarde les résultats la progression des résultats. C'est fini depuis le dernier Vendée Globe, il y a plus grand monde qui le traite de chien fou. Ça va mieux, ça va un peu mieux. Ouais.
il fait partie des gens qui peuvent prétendre à la victoire sans difficulté. Donc du coup, il y a une autre travail de Jack Vabre avec Ellen MacArthur. Comment ça se goupille ce genre de truc? Tu deviens le navigateur spécialiste des navigateurs anglais. Comment tu te retrouves à... Écoute, c'est vraiment une belle opportunité parce on a envie et moi d'abord, mon sponsor, enfin d'avoir quelqu'un évidemment, on cherche toujours la plus belle résonance autour d'un projet, puis ça se passe bien sur l'eau et puis dans l'histoire qu'on raconte. Et puis on a tellement sympathisé avec Hélène, c'est vrai que depuis l'arrivée du Vendée 2000-2001, on s'est recroisé beaucoup sur les courses et pour le coup avec Hélène, on a beaucoup discuté de tout ça, de la progression de chacun, de la vie, du chemin qu'on mène, et c'est l'occasion quoi. Et là, mais alors on n'est pas non plus là pour parler philosophie, hein. On va vraiment bosser. On va faire deux aussi dans cette course-là, de 20 minutes aussi, un truc comme ça. Et je vois où on les a perdus. En plus, c'est 20 minutes, ça m'énerve encore. Mais bon, bref. Et on va passer une super course avec une petite nénette que je connais évidemment comme concurrente et comme amie à terre. Mais sur un bateau, Hélène, c'est un bonheur, quoi. C'est autre comme ça. Et quand on dit que la course au large, c'est vraiment égalitaire entre hommes et femmes, Hélène, elle est un des plus beaux exemples, quoi. Parce qu'évidemment, elle a la caisse, elle est tonique, mais enfin, elle est quand même haute comme trois pommes et c'est pas du tout la carrure d'un rugbyman. Et elle va nous donner, ouais, moi, elle va me donner des super bons. On va rire, on va bosser, on va rire. Vous discutez déjà des problématiques environnementales qui vont, et chez elle et chez toi, prendre de l'ampleur? Vous avez déjà des discussions autour de ça? On commence à évoquer les choses, mais voilà, par nos aspirations. On va commencer à en parler un an après, quand je sais plus quand est-ce qu'elle fait son break, Hélène. Mais après, je vais la revoir à l'île de Wight une ou deux fois, quand elle est vraiment dans la dynamique de ça. Et puis je dis chapeau, parce que elle reste pas au milieu du gué, quoi. Elle décide de partir sur autre chose. C'est vraiment elle, ça. Elle fait les trucs à fond. Du coup, cette Jack Vabre, c'est après ton second Vendée Globe. Oui. Donc on va pas en faire la chronique longue et déroulée. Il se passe moins bien que le précédent, parce que tu dois abandonner sur un problème de quille. À mi-route, ouais. Là, c'est mémoire. l'horreur. Ouais, j'abandonne, je m'arrête en Tasmanie, à Hobart. C'est la quille en carbone, donc sur mon nouveau bateau. Sur ce nouveau bateau-là, donc pour la faire courte, en fait, on a mis les bateaux à l'eau au printemps 2004. Le bateau de Jean Bonduel et puis Sile Veolia. On a des quilles en carbone. On a choisi le carbone pas pour des questions de poids en priorité, mais pour des questions de fiabilité, tu vois, en se disant qu'un carbone bien réalisé, c'est indestructible, quoi. On va avoir un premier gros problème au printemps et on va inaugurer sur mon bateau un phénomène qui ne se faisait que dans l'aéronautique et qu'on valide en hydro, c'est le phénomène du floating. Donc c'est une combinaison entre la flexion en fait et de la torsion, et le bateau et la pièce part en résonance, quoi. Donc ça va être un premier gros problème qui va m'empêcher de faire le Star 2004, renforcement de la quille. Et donc on partira les deux bateaux renforcés au Vendée Globe. Et moi, à mi-route, là, c'est ma tête de quille qui va se délaminer, en fait. Donc le premier ou le deuxième que j'appelle, c'est Jean, parce qu'il a la même que moi, en disant fais gaffe, moi ça vient de péter. Et Jean, la sienne ne pètera jamais, avec les mêmes pièces, la même quille. Alors tu vois, ça tient à pas grand chose, mais tant mieux pour lui. Et moi, je vais rentrer en Tasmanie et ça va être... C'est dans lequel? C'est pas dans ce Vendée Globe là où justement il perd sa quille chez Vire? Non, c'est dans le 2008. Ah, c'est l'an suivant, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est dans le 2008. C'est celui où il fait deuxième. Ouais, c'est celui où il fait deuxième. Oui, je sais. Derrière Vincent. C'est l'heure de la sieste, c'est pour ça. Là. Et là, c'est rude. Et là, c'est super rude pour moi. C'est pour ça que c'est vrai qu'on parlait d'Hélène et tout ça. C'était une joie de repartir sur ce bateau. Mais c'est dur, hein. C'est dur d'abandonner un Vendée. Enfin, d'abandonner comme ça. Et parce que le Vendée, nous, notre sport, hein, c'est... On n'a pas un match tous les semaines pour se refaire. Le quadriennal, c'est l'ambiance des JO, quoi. Donc celui qui se tord la cheville le premier jour des JO est à 4 ans pour imaginer l'avenir, quoi. Donc quand tout le monde connaît l'énergie et le temps qu'on passe sur ces projets-là, un bateau neuf qui était potentiellement gagnant. Enfin bon. Donc j'ai mis plusieurs mois, vraiment, ça a été super douloureux.
Bon, puis c'est la vie, après, il faut avancer. Puis il y a eu la Jacques Vabre, puis récompense, il y a eu la Route du Rhum 2006. Voilà, c'est une année où tu vas refaire un petit peu d'AG2R avec Jean-Luc Nélias. C'est souvent Ouais. il y a souvent les mêmes repères quand même hein, dans toutes ces histoires. Il y a Jean-Luc Nélias à plusieurs reprises, il y a Jean Le Cam avec qui tu fais aussi une AG2R. On voit que les repères sont fréquemment les mêmes. Et Jean, d'ailleurs, on a oublié ça, mais on fait, sur mon premier bateau, mon premier 60 pieds, on fait la Transat Jacques Vabre 99 Exactement. ensemble, Exactement. avec Jean. Ouais. C'est sur ma fiche. Je n'ai pas tout dit, mais c'est sur ma fiche. Non, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a souvent les mêmes repères et une forme de fidélité à un certain nombre de personnes qui est assez remarquable. Du coup, en 2006, voilà, victoire dans la Route du Rhum. C'est quoi? C'est une revanche par rapport aux années précédentes. Comment alors, ça se joue à pas grand-chose non plus. Je crois que c'est celle où tu casses la baume et où tu Jean répares tout. finit 20 minutes derrière moi, là. Voilà. J'arrive dans la pétole et lui, il va en derrière. Enfin, ouais. Ouais, c'est dur des revanches, mais c'est, enfin, ça passe, quoi. Si j'ai pas changé, enfin, si, on change toujours sa méthode, on s'améliore, mais je sais pas, je fais du mieux que je peux chaque fois, et pourquoi? Et quand ça passe, ça te rassure quand même sur pas mal de fondamentaux, quoi. D'autant qu'en cours de course, effectivement, au niveau des Açores, je fais un empannage, les coups de grand voile m'échappent de la main et la baume vient mourir sur l'eau de rigueur, mais vraiment sans trop de vitesse, et crac, le carbone se pète. Et la baume se pète en deux, juste au moment où je croise avec Jean-Pierre Dick. Donc j'essaye de tout faire pour planquer ma baume pétée, pour faire les coucous, enfin voilà. Et, euh, et là, super job. Alors, super job, parce qu'on a encore, c'est la dernière Route du Rhum où on a droit au routage. Et donc, c'est Jean-Luc avec qui je travaille. Et donc, c'est une super victoire commune à ce niveau-là. Jean-Luc a fait un super job. Mais baume cassée, enfin, on a une décision à prendre. On hésitait un petit peu, mais la baume cassée nous la donne, de traverser la dorsale quand les autres veulent en faire le tour. Et on va garder du vent là-dedans et donc choper la DEP un peu avant les autres. Mais par contre, la réparation de la baume, voilà, enfin voilà, ça fait partie des histoires. Tu vas au bout du bout, quoi. Refaire une baume, c'est pas en 5 minutes. Je trouve tous les morceaux qui traînent dans le bateau, qui ont une tête de tube, et tu les scotches, et tu strates, et ça marche, quoi, et ça part, donc qu'est-ce que c'est bon, quoi. Par contre, t'es cuit, je sais, quand j'ai passé le front de la dernière DEP, avant de glisser vers les Antilles, on avait convenu avec Jean-Luc que je lui fasse un signe quand le front est passé, quoi, mais j'ai passé le front, j'ai fait les manœuvres, j'ai lancé le bateau, et bam, je suis tombé, et donc il avait les boules, il savait pas si j'avais passé le front. Et puis cette arrivée, génial, hein. Mais je vais arriver dans la pétole, canal des Saintes dans la pétole, tout dans la pétole, et Jean arrivait full balle derrière. Bon, ça, ouais, ça fait partie du match. Mais ça fait du bien d'en gagner une de temps en temps, ouais, quand même. Alors, du coup, c'est juste après cette Route du Rhum qu'il va y avoir la création de Kairos, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu. Exactement. J'ai rien à rajouter. L'objectif à ce moment-là, il n'est pas encore de créer un petit peu cette ruche qu'on a pu visiter tout à l'heure. C'est une structure d'abord pour gérer tes projets, j'imagine, où il y a déjà l'idée d'en faire autre chose plus tard. Alors, en fait, c'est une continuité d'activité, effectivement, puisque si après quasi 15 ans ensemble, décide d'arrêter le partenariat, Veolia reprend l'entièreté du projet. Donc, la première mission de Kéros, c'est de gérer le projet, de porter le projet. Donc, on peut dire base d'écurie de course au large classique, entre les ateliers, les bureaux, les diverses entités. L'idée de fond, c'est d'en faire profiter d'autres skippers dans l'absolu ou d'autres projets. On a suffisamment d'espace pour ça, mais c'est pas cadré. Et en parallèle de ça, parce que on peut pas parler de tout en même temps, mais on a parlé de 2 Vendée Globe, il va y avoir le 2008-2009. Cette décennie des 2000, pour moi, avec le temps que je passe sur l'eau, elle commence à faire tourner un petit peu le logiciel différemment, et commencer à m'interroger sur le sens de tout ça, mais
mais via l'impact de nos activités au sens large et de la mienne en premier. À tel point que c'est vrai qu'entre 2006 et 2010, je suis franchement pas à l'aise dans mes bottes sur le bateau, dans ma compète, parce que ça me tourne dans la tête tout ce carbone dont je suis amoureux, ce composite, je suis né dedans, et je sais que c'est pas bien, et je sais pas comment on peut faire autrement, et il y a que ça qui peut être mon outil de compétiteur. Et ça me pose des soucis. Il y a le fait que les journalistes disent aussi que je suis bon client et je sais bien raconter la carte postale de ce qu'on voit en mer, des déchets, et je me sens vraiment dans la peau de celui qui fait, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Et donc, ça va me poser des vrais soucis. Alors, d'un côté, c'est un moteur parce que je me dis, ben, plus les feux brillent et plus on fait du résultat, plus on pourra envisager des choses. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, mais je pourrais pas faire ça, 30 ans. Donc, au moment de la création de Kero, c'est pas l'objet vraiment, mais les 2 années suivantes, 2008-2009, quand le bateau nous laisse un peu de tranquille et qu'avec l'équipe à l'atelier, on peut réfléchir, on commence à penser qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, sur quoi on peut agir, bah, peut-être les matériaux. Et on s'est tourné en fait vers le monde du végétal, qui pour moi est un début en fait de boucle que je boucle parce que je suis venu à cette passion métier par l'amour des grands espaces, de la nature, du vert, du bleu. Et, et on a commencé à mettre en œuvre de la fibre de banane, de lin, de chanvre, de jute, des trucs quoi, pour essayer. Et ça a été le début d'un chemin qui nous mène aujourd'hui. Ouais. Et du coup, tu fais ça sur tes fonds propres, à titre de recherche personnelle, ou il y a un aiguillon particulier, je sais pas, le sponsor qui te dit quelque chose, des gens qui t'en parlent, des commandes. Comment... Non, non, absolument pas. C'est vraiment par plaisir, curiosité, passion, envie d'essayer quoi. L'opportunité qu'on a à côté avec Veolia Environnement, la directrice du développement durable Geneviève Ferron, on est très proches et on s'entend bien et on a la possibilité de faire le bilan carbone de notre activité. Et on entend parler de ces choses-là aussi à l'époque sans, tu sais, c'est un peu comme les règles ISO quand elles sont arrivées, on était tous paumés. Et puis du coup, je me dis, pour essayer de comprendre, il vaut mieux faire, on verra bien. Et on va faire le bilan carbone de notre activité, donc d'un projet Vendée Globe, la construction d'un bateau, la vie d'une équipe, la vie du sponsor, combien ça coûte sur l'environnement. Et donc de ça, on va retirer plein d'enseignements. Alors on peut mettre des chiffres qu'on peut toujours discuter, mais ça donne des valeurs de référence et on va essayer de progresser là-dessus. Alors bon, ma réflexion de base en fait, c'était de dire bon, l'océan, c'est notre terrain de jeu. L'océan, on n'arrête pas de le plaindre, dadadi dadada, mais l'océan, c'est le tapis sous lequel on cache la poussière, et 80% de la pollution des océans, elle vient de la Terre. Donc c'est tout ce qu'on a fait avec mon équipe, et puis celle des autres, et puis tout ce qu'on fait à Terre. Et donc qu'est-ce qu'on va aller pleurer sur l'océan si on ne nettoie pas devant notre porte à la maison. Donc c'est parti de là, et on s'est dit, je me suis dit, allez, matériaux naturels peut-être. Bilan carbone, on va apprendre des choses. Ça nous a permis, quand on a racheté les locaux dans lesquels on est ici, d'éco-rénover au maximum en matériaux le plus propre possible et à arbitrer là aussi dans les budgets. Il y a des choses qu'on ne s'est pas offertes parce qu'on a préféré faire du propre ici, mais voilà, entamer un chemin en fait qui était mon chemin d'origine, mais on est tous pareils dans nos métiers. Quand on est la tête dans le guidon, on ne sait plus regarder à côté. Et donc là, je me suis dit non, il faut qu'on fasse autrement. Et ça se décrète pas, quoi. C'est tous les jours que tu apprends une nouveauté ou quelque chose à faire ou à te questionner au moins, quoi. Et il y a un peu de musique. Non, c'est bon. Ça va aller. C'est la vie des ateliers. Hein. On est juste à côté de l'atelier, c'est pour ça. On est dans les bureaux d'Explore. Il y a un atelier juste à côté où il y a eu un petit coup de musique. C'est aussi l'époque où tu changes de sponsor. Donc du coup, en fait, Veolia devient le sponsor en entier. On change d'univers là. On passe en gros de la grosse PME bretonne, assez grosse même, mais quand même un petit peu familiale, à la multinationale cotée en bourse, basée à Paris, qui... Je sais pas comment le dire. Je te laisse l'entièreté de tes propos. J'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les Hauts-de-Seine et donc je sais que les gens dans le métier de faire de la distribution d'eau ont une relation particulière aux élus locaux, on va dire. Donc c'est pas forcément des boîtes avec des éthiques tout le temps irréprochables. Ça a probablement changé depuis, mais je veux dire, on change complètement d'univers, quoi. Voilà, on parle entre la CIL incarnée par Gilles Fallin et Veolia.
dont le patron deviendra plus tard patron d'EDF, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout les mêmes univers. Comment toi tu te retrouves là-dedans? Alors c'est pas du tout les mêmes univers. Je suis pas hyper dépaysé dans la mesure où dans le monde du sponsoring et de mon chemin sur les bateaux de course, bon, j'avais rencontré des sponsors de divers horizons, mais effectivement c'était une nouveauté pour moi de signer un projet comme ça. C'est avec Henri Broglio que ça se passe. D'abord avec Veolia West, avec Michel Romestin, puis avec Henri Broglio. Très simplement d'ailleurs, il a un coup de cœur ou une vision pour l'image de la boutique, je sais pas. Mais j'arrive chez Veolia Environnement, moi, avec j'ai toujours plaisir à rencontrer les gens, puis je vois toujours plutôt la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc il y avait le nom Environnement déjà, qui pour moi ramenait des échos favorables, des gens super, parce que il y a des gens super partout, mais je parlais de mon équipage soviétique tout à l'heure, individuellement les gens étaient extraordinaires. C'était le collectif qui était compliqué. Et donc je suis bien conscient de ce système, et plus gros il est, plus compliquées sont les interrelations dans cet écosystème. Mais en revanche, dans plein de domaines qui me titillaient depuis quelques années, j'avais l'accès à de l'information, à de la connaissance sur le monde du déchet ressources, sur la qualité de l'eau, sur puissance et et d'influence aussi, quoi. C'est des gens, quand ils se mettent en marche, ils peuvent faire des choses. Avec une grande chance aussi, c'est que le service communication était très réduit, en fait, au contraire de ce qu'on peut penser, et que Xavier Carrette, qui était le responsable du projet, ça a tout de suite tilté ensemble. On a créé un site qui s'appelait Can You See, d'ailleurs, et qui était un site décalé. En fait, c'était l'histoire du bateau, mais c'était pas une comme Veolia, mais on était autour de l'environnement, et le chemin et les parcours de course du bateau déclinaient des tas de choses autour de la beauté de la planète, et puis des actions à faire. Donc j'étais bien là-dedans. Après voilà, chez Veolia, quand je suis arrivé, on m'a dit t'es là jusqu'à ta retraite, hein, t'en as pour 30 ans, ici nous les marchés on les signe pour non, comme quoi le monde avait changé. Les contrats de dos, c'est très très long. Alors avant de parler de la fin, on va juste parler du troisième Vendée Globe, qui lui aussi va s'achever de manière peut-être encore plus frustrante que le précédent, puisque tu as à nouveau un problème de quille et que tu abandonnes au pire endroit qui soit, c'est-à-dire aux Açores, mais dans la remontée. Ouais. Alors étonnamment, je garde bien moins de douleur de cet abandon-là que du deuxième. Le deuxième, c'était vraiment un échec, quelque chose d'inachevé. Alors, je sais pas si l'arrivée du Vendée Globe, c'est de passer le Cap Horn, c'est pas ça, hein, mais bon, on était en match avec Mich, c'était super. Il était devant, mais tout était encore possible. Et puis bim, après les Malouines, là je heurte un grand mammifère marin, et ça va me faire une très grande douleur, ça, au bateau surtout, mais à moi beaucoup, parce que abîmer un habitant de l'océan, c'est naze, quoi. Et puis mes réflexions, ce dont on parlait à l'instant, avaient commencé à mûrir. Donc là, je concrétisais vraiment un truc, mais qu'est-ce que je viens faire sur son terrain, quoi. Alors fort heureusement, j'avais tracé le portrait robot de la bête qui était mal en point près de moi. Et j'ai envoyé, j'ai été voir François Sarano, un grand océanographe, pour lui parler de ça, de l'endroit, de la date et de la bête. Il me dit non, bon allez, c'est sûr, c'est un grand rorqual commun, ils sont pas en voie de disparition, tu peux être peinard. Mais bon, c'était une petite consolation. En tous les cas, j'étais très fier de la réparation que j'ai fait sur le bateau, parce que, et là aussi, tu vois, la solidarité donc je travaillais avec Nico de Castro, Nico qui maintenant est avec François, et avec Nico, François Gabard, et Nico en trio avec Hubert Desjoyaux, et pourtant, le frère de mon concurrent qui était juste devant moi, Hubert a mis la main à la pâte, au téléphone, pour qu'on goupille une réparation, et j'ai fait 3 jours de strat dans le bateau, et c'est reparti, quoi. J'ai plongé pour voir la quille. Elle n'était qu'éraflée par la bête. J'avais pas de problème. Et un peu plus de 15 jours, 3 semaines après, juste avant les Açores, 800 000 avant les Açores, je crois, ou 700 000, une nuit, elle a déclaré forfait, quoi. Et donc cette quille mécano-soudée, en fait, je pense que des soudures avaient été abîmées dans l'impact, et puis à la fatigue, elles m'ont quitté, ce qui fait que je suis passé par les Açores,
C'était la route météo, il y avait pas jusque-là, j'avais pas à me dérouter. Et le cas de conscience, ça a été que la météo était vraiment super galère pour les 8 jours à venir, enfin pour la semaine à venir, avec des creux de 10 mètres là enfin vraiment de la grosse mer et du gros vent. D'ailleurs, Armel, qui est revenu de loin derrière, il a subi ça et il a abîmé son bateau. Et donc moi, je me suis trouvé dans la cas de conscience, me dire bon, je sais que je peux ramener le bateau sans l'acquis, mais s'il y a un emmerde, je peux perdre le bateau, donc je veux pas laisser des déchets en mer. Et si je dois obliger des gens à venir me chercher, j'ai pas la réponse, enfin, je peux pas me permettre ça. Donc le cas de conscience, c'était de ça. J'arrive près de la terre, il y a une terre possible. Est-ce que je bâche ou pas Peut-être un enjeu d'assurance aussi, non? Les assurances te suivaient pas forcément? Ouais, alors je me souviens plus de ça, je l'avais même pas mis Bon, dans ma. t'aurais marqué. Je crois pas, hein, mais c'était ce cas de conscience-là, donc j'ai décidé ça. A posteriori, je pense que j'aurais dû décider de me débrouiller, d'aller mouiller. C'est pas facile de mouiller là-bas, mais entêté à mouiller. Mais c'est drôle, hein, parce que au fond de moi, si tu veux, j'avais eu ce truc avec la baleine, avec le rorqual qui m'avait quand même plombé. Et abandonné sur le moment, c'est n'importe quoi de dire ça, mais Mich allait arriver, là, pour moi j'étais deux à se Vendée, quoi. Enfin, j'avais fait le job et puis je m'étais rempli intérieurement, quoi, de ça. Et finalement, bon, bah évidemment que c'est super de passer les digues au sable. Évidemment, tu rates ce moment mais en même temps, tu fais pas la course pour ce moment-là, quoi. Tu l'as fait pour ce que tu as fait toi tout seul et quelque part, je pouvais digérer mon truc dans mon coin, quoi. D'accord. Et voilà. Ah, c'est intéressant de voir que effectivement, l'arrivée finale n'est pas forcément la finalité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas. Voilà, effectivement, tout le monde ne fait pas le Vendée Globe pour la remontée du cheval. Non, franchement, je pense que ça serait pervertir le Vendée et en tant que coureur se pervertir pour ne penser qu'à ce moment du coucou au démarrage et du coucou à l'arrivée. Évidemment qu'on le fait pour les autres, évidemment qu'on le fait pour qu'un maximum de gens rêvent avec nous, enfin qu'on soit dans une histoire, mais purée, un truc comme ça, on le fait pour Les soi, paysages hein, que vous êtes les seuls à voir et les sensations que vous êtes les seuls à vivre. Alors du coup, comme après chaque abandon de Vendée Globe, il y a une victoire dans la route du Rhum derrière. Oui, c'est fou, hein. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, celle-là. Parce que là, Comme la précédente. Donc tu gagnes la route du Rhum 2010, à nouveau. ouais. Et là, par Doublé en contre, IMOCA qui n'a pas été refait depuis. Hein. Pas à ma non, connaissance. je crois pas, non, non. Mais là, le problème, j'ai un cas de conscience. Autant en 2006, je sais que j'ai un bon bateau, enfin, je pense en tous les cas, mais j'ai pas encore vu qu'il était moins rapide que les phares. J'ai pas vraiment vu, quoi. Et là, j'ai commencé à bien voir dans le Vendée Globe 2008-2009, même si Mich, il a été au-dessus du lot. Je peux te dire que j'avais quand même les boules parce que là, je connaissais à fond mon bateau, quoi. Et donc, j'ai l'opportunité de pouvoir louer un Mark Turner, le bateau BT, l'ex de BT de Jojo, de Seb Joss, et je récupère le plan phare. Et là, comme avec mon équipe, avec Phil Legros, avec Pifou, avec tout ça, on a quand même pas mal de billes, de données. On peut vite comparer les vitesses, on peut vite voir. Et là, je vois vraiment que c'est ce qu'il me faut pour la route du Rhum, quoi. Et donc, je vais le louer. On n'aura pas beaucoup de temps, finalement, et ça va être une belle route du Rhum. Mais alors, incroyable. Autant celle avec Jean-Luc, j'étais content. C'est vrai qu'on a accompli un truc en duo, en hauteur, avec l'emmerde, la baume qui casse et tout ça. Autant la route du Rhum 2010, un état de grâce comme ça, je l'avais pas eu depuis. C'est- Tout passe. Je vais faire une erreur. Le deuxième jour, on est avec Armel, il y a Britair là, et on va chercher un petit front. Enfin bref, je vais aller faire la petite sieste qui, au lieu de durer un quart d'heure, va durer une demi-heure. Et lui va virer plus tôt, et moi j'ai perdu du temps dans le refus. Et de me réveiller, de me dire, t'en fais pas deux comme ça. C'est pour ça. Et de là, après tout s'est passé encore mieux que prévu, quoi. Et ça va. L'état de grâce. L'état de grâce. Tu sais, ouais, enfin, tous ceux qui courent un peu savent, tu prévois que ça va faire ça, paf, tu changes juste avant, enfin, passe comme prévu, t'as mis le bon Genac, le bon machin, le bon truc, ça marche à tous les coups, quoi. Et tu sors pas la caisse à outils, y a pas un truc à revisser, quoi. Est-ce que c'est cette route du Rhum qui décide Veolia à investir dans le mode ou c'est déjà signé à l'époque? Non, on est en discussion pour faire la Volvo Ocean Race. D'accord. En fait, Ah oui, c'est Veolia, vrai. ouais,
Veolia, le sponsor, a extrêmement apprécié toute cette campagne-là, avec la beauté du Vendée Globe, mais son défaut, c'est de ne pas s'arrêter dans les endroits. Et pour une compagnie internationale, c'est bien de visiter le monde. Donc on va passer du temps sur un projet Volvo, et qui au final ne va pas être accepté, mais c'est le début aussi de changement chez Veolia. Et franchement, je pensais que ça allait s'arrêter là, mais Antoine Frérot, le nouveau président, me dit, alors je dirais pas contre toute attente, mais enfin, ah non, par contre ça, le mode 70, ok. Et donc, super, parce que là, assez rapidement, finalement, c'est monté cette idée du mode 70 qui représente plein de vertus. En plus, moi, par rapport aux pensées que j'ai à côté, la monotypie, on fait du gain, on mutualise, on partage, ça a plein de sens, quoi, je trouve. Le programme est super. Et puis moi, ça me donne l'occasion aussi de me botter les fesses et de vraiment retravailler en équipage tout ce qui est la chorégraphie, la communication, et puis voilà. Après une décennie à faire du solitaire en monocoque, ouais, c'est un gros changement, quoi. C'est un gros changement. Et donc on fera une super année et demie de recrutement, d'entraînement, de début de Grand Prix, et puis jusqu'en début 2012 où le sponsor décide d'arrêter du jour au lendemain, alors qu'on a un programme de prévu sur 4 ans de plus, quoi. Du coup, ça se passe comment dans ces cas-là? Juste un coup de fil? On arrête? Ouais. Contrat, pas contrat? Ça se passe sur un coup de fil. Alors, ouais. Alors, je dirais pas qu'on était complètement étonnés parce qu'on avait vu quelques changements stratégiques et de fonctionnement au sein de la maison. Mais on sortait d'un comité de pilotage 3 semaines plus tôt qui nous a dit que non, le bateau on pouvait pas arrêter parce qu'il était tellement apprécié dans la maison que voilà. Et ensuite, on décide. Enfin, c'était déjà prévu si tout fonctionnait. On partait au Maroc s'entraîner avec Gitana en fait à Agadir parce que l'hiver c'est quand même dur ici et en arrivant au Maroc Sophie, ma compagne et associée, me donne un coup de fil en me disant je viens de les avoir, on arrête. Donc on avait 4 jours pour négocier. Alors on a négocié. Il fallait que ça se fasse très vite et bon, je pense que de toute façon, il n'y avait pas ça servait à rien de faire traîner des choses quand c'est décidé comme ça. Et donc, on s'est trouvé, dans une situation très terrible. Alors moi, très dure dans la mesure où on naviguait tous les jours. Il fallait pas qu'il y ait de fuite. Et j'étais le seul avec on était une dizaine là-bas. On s'entraînait tous les jours contre Gitana. Donc, ça a duré 4 jours comme ça. Donc, le premier jour, j'y croyais pas. Le deuxième jour, ça a commencé et puis le troisième jour, puis le dernier jour, je voyais plus les pédons. Hein. Donc les gars devaient vraiment se dire, il est naze notre barreur là, parce que et donc j'aurais annoncé au petit groupe. Et c'était la première fois que je prenais une baleine à terre, tu vois. Ah oui. Mais donc ensuite, voilà, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas eu de rancœur. Enfin, ça se comprend très bien. Il fallait nous surtout voir effectivement comment rebondir. Avec Sophie, on s'est tâté. Est-ce qu'on ferme tout, on arrête tout? Ce serait plus prudent. Et puis on vend, et puis on repart de zéro. Et puis en même temps, l'idée de la diversification. Enfin, les autres pistes avaient fait du chemin. On a une vraie envie de toute manière d'aller explorer d'autres voies. Et qu'on on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. On pouvait retrouver un sponsor. Donc on a remis toute l'équipe autour de la table et on a engagé. Et puis les 99% de l'équipe est restée, et puis on s'est dit, on sait pas vers où on va, mais on y va, quoi. Voilà, on va laisser Roland Jourdain se remettre de ses aventures pour le retrouver la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un été avec Bilou, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un été avec Bilou.